Salut, salut! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si on va être très nombreux pour ce live à un horaire un peu inhabituel, puisque d'habitude on se voit plutôt le mercredi, mais j'essaie de maintenir un peu mon rythme quand même, donc j'ai préféré décaler puisque hier je n'étais pas disponible. Et bien, ravi du coup de vous retrouver pour encore 1 heure ensemble aujourd'hui. Alors un sujet un peu particulier dont on va parler juste après, puisqu'on va parler de PyScript et de comment exécuter du code en Python directement dans une page web en fait. Et non, je ne parle pas de notebook, mais je parle bien de n'importe quelle page web, mais on verra ça tout à l'heure. Je vais commencer comme habituellement par quelques petites annonces, on va dire. Hem, Hop, alors la première que vous avez peut-être vu passer, et si c'est pas le cas, bah, petit rappel. Donc comme vous le savez certainement, il y a une quinzaine de jours maintenant, j'étais à Brighton pour l'édition d'avril 2023 du Brighton SEO, où j'avais le plaisir d'être intervenant. Donc c'est un des plus gros événements au monde, voire peut-être même le plus gros, je ne sais pas, dans le domaine du search marketing. Hem et bah, ça leur permet d'avoir des moyens que d'autres événements n'ont pas forcément. Ce qui leur permet de faire des choses assez cool, et notamment en ce moment même, c'est-à-dire depuis hier et jusqu'à demain, a lieu ce qu'ils appellent le Brighton SEO Online, c'est-à-dire que ils rediffusent gratuitement en live streaming, on va dire, toutes les conférences qui ont eu lieu il y a 2 semaines maintenant. Donc je vous encourage à aller sur brightonseo.com et surtout sur april2023.brightonseo.com, où vous retrouverez en fait vraiment toutes les conférences avec les horaires de diffusion, etc. Alors il est encore temps de vous inscrire pour peut-être les quelques-unes qui restent ce soir, et surtout pour celle de demain. C'est gratuit, vous pouvez vraiment voir ça en live streaming gratuitement. Et vous retrouverez d'ailleurs la mienne demain dans exactement 21h54. Mais il y a évidemment tout le reste des conférences qui sont proposées. Et puis, bah, évidemment, si vous loupez cette rediffusion, on va dire, il est toujours possible également de vous inscrire moyennant finance à ce qu'ils appellent de mémoire le Video Vault, c'est-à-dire en gros l'archive vidéo de à peu près tout ce qui a été filmé depuis les débuts de Brighton SEO. Donc il y a vraiment énormément de contenu sur toutes les éditions précédentes. Alors tout n'a pas été filmé évidemment, mais il y a quand même pas mal d'historique. Voilà pour Brighton SEO. Alors puisqu'on est en train de parler d'événements, j'ai pas toutes les dates en tête et je les ai pas notées malheureusement, mais il y a pas mal de choses qui arrivent là dans les jours et semaines à venir. Je pense notamment de mémoire à 2 journées SEO Camp à La Rochelle et Bayonne, si je me trompe pas. Alors je vous laisserai consulter le site du SEO Camp pour avoir les dates, et de la même manière, il me semble qu'il y a également la nouvelle édition du Black and White SEO qui doit avoir lieu dans quelques semaines également. J'ai oublié les dates et j'en suis désolé. Pour rien vous cacher, moi j'ai pas mal de déplacements et d'indisponibilité, on va dire, donc je me suis pas trop intéressé à tous ces événements parce que bah, je sais que je serai pas dispo. Euh, voilà, donc j'ai d'autres sujets, heureusement ou malheureusement, ça c'est une question de point de vue. Mais j'espère retrouver certains d'entre vous dès que possible, et j'en retrouverai certainement le 1er juin à Annecy. Alors l'événement doit s'appeler Annecy Web, je crois. En tout cas, je serai bien présent le 1er juin à Annecy pour cet événement. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous êtes présent, à venir faire un petit coucou. Et puis, je peux également vous annoncer qu'il est
maintenant très probable que je sois également présent au SEO Campus fin juin à Versailles. J'ai ma place qui est réservée, j'ai, mon hôtel qui est réservé, mais je suis pas encore certain d'être dispo parce que j'ai un gros déplacement, pro, ailleurs qui s'organise et j'ai toujours pas les dates exactes. Donc on verra bien, mais il est très probable que ça se fasse quand même. Bonjour à Pierrot la Lune, je ne sais pas, qui se cache derrière ce pseudonyme, mais bonjour à toi. J'espère que, tout va bien pour toi et a priori tu n'es pas un nouveau sur ce chat, donc tu as peut-être changé de pseudo. Ah bah voilà, je me doutais que c'était Pierre de Bavard, mais j'en ai la confirmation. Eh bien, j'espère que tu vas bien, Pierre de Bavard. On va revenir à notre sujet. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de... ça, on s'en fout. Et ça aussi. Et ça aussi, voilà. On avait parlé de WordPress et d'utilisation de l'API REST. Donc, vous pouvez bien évidemment aller consulter le replay de cet épisode sur la chaîne YouTube de Databull si ça vous intéresse. On a vu comment on pouvait utiliser l'API REST de WordPress avec un petit script en Python pour uploader en masse des contenus. Alors c'est quelque chose qu'on reprendra peut-être dans les épisodes suivants pour essayer d'enrichir ça et notamment essayer par exemple d'intégrer des médias dans nos contenus, puisque là c'était juste du texte de manière très très simpliste. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin que ça. En tout cas, vous retrouvez du coup le code de l'épisode que j'ai un petit peu revu et amélioré sur le GitLab de Databull. Donc si je l'ouvre sur une fenêtre de navigation privée pour qu'on ne voit pas mes dépôts privés, voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a pas mal de choses, notamment dans ce répertoire qui s'appelle Python for SEO, qui regroupe en fait tous les bouts de code des épisodes précédents qu'on a pu voir ensemble. Donc j'essaie à chaque fois d'intégrer un lien vers les replays des épisodes en question. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et j'en profite également pour parler d'un truc dont j'ai pas parlé, il me semble, en tout cas trop publiquement. Mais dans le cadre de ma conf du coup du mois dernier à Brighton, j'ai publié ce petit script là. Il risque d'en intéresser certains parmi vous. Il faut que je tweete à ce sujet-là, puisque je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être intéressés. C'est en fait un petit script de monitoring qui va se connecter à l'API Google Search Console et notamment aux fonctionnalités d'inspection d'URL pour vérifier qu'une liste d'URL est bien indexée. Donc ça peut être toujours très utile de regarder par exemple tous les jours si nos top URL sont bien indexés. Ah, je vois que ça plaît à Pierre, donc je me doute bien que ça va plaire à d'autres gens. Voilà pour les news et la semaine dernière. Alors il y a probablement plein de choses que je pourrais évoquer et que j'oublie. Si vous avez des choses que vous souhaitez évoquer, n'hésitez pas à me contacter à l'avance et on pourra faire des petits focus là-dessus. Et donc on va passer au sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est PyScript. Alors PyScript, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un moyen d'exécuter du code Python directement dans une page web. Donc on avait vu ensemble en détail, en long et en large et en travers, l'utilisation des notebooks pour se créer en fait des scripts, on va dire, et exécuter pas à pas du code. Ici, on est dans une logique un petit peu différente. On va aller regarder les exemples après et voir ce que ça donne. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu à la manière dont on peut intégrer parfois certaines choses en JavaScript, des scripts Python qui s'exécutent directement dans le navigateur sans forcément qu'il y ait une intervention humaine derrière. Je pense que les exemples vont être un peu plus parlants que mes explications. Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple? Alors, Hello World, c'est peut-être un petit peu basique, mais ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a une horloge qui nous dit que c'est l'heure de l'espresso toutes
toutes les 2 secondes, ça fait peut-être beaucoup d'espresso. Et du coup, si je regarde le code de cette page, on peut voir que j'ai une balise HTML un peu bizarre qui est pyconfig, pyscript, et puis il y en a d'autres qu'on va peut-être voir par la suite, qui permettent en fait tout simplement d'exécuter directement du Python. On peut voir ici un petit import, display, etc. etc. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. L'idée aujourd'hui, bah, c'est tout simplement de regarder un peu justement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'il y a peut-être un petit tutoriel, on va dire. Et puis de se poser la question de dans quel cadre ça peut être pertinent pour nous d'utiliser ce genre de choses-là. Alors pour supporter les exercices du jour, on va dire, je me suis monté un petit serveur local. Voilà, tout simple, qui exécute simplement un serveur Nginx avec une des toutes dernières versions de PHP. Peu importe en fait, j'ai même pas besoin forcément de PHP puisqu'on va pas trop s'en servir. Pour ça, j'ai utilisé Docker. Il va falloir d'ailleurs que je relance le voilà, que je relance le serveur parce que sinon tout ça va pas fonctionner. On va actualiser pour vérifier, ça marche bien, c'est parfait. Voilà, donc Docker, on en a parlé déjà la semaine dernière. C'est plutôt pratique cet outil pour monter des petites instances locales, par exemple, de certains utilitaires, on va dire. Et typiquement pour faire du développement de sites web, bah, c'est assez pratique. Je vais pas rentrer trop dans les détails, je pense qu'on fera peut-être un focus spécifique sur Docker, mais grosso modo, on va retrouver, au-delà de quelques fichiers de configuration, un fichier qui va s'appeler Docker Compose, qui va détailler en fait les services qu'on souhaite utiliser. Donc ici, j'ai Nginx ici et puis PHP là, avec différentes options de configuration, etc. Rien de bien méchant et des choses que ceux qui ont fait un petit peu d'admin serveur vont vite reconnaître. Et ensuite, bah, on peut simplement aller éditer nos contenus. Donc moi, je me suis créé une petite page index.php dans laquelle j'ai simplement un h1 itworks et puis le petit gif qu'on voit ici. On va devoir du coup regarder comment on peut exécuter du code Python avec PyScript là-dedans. Alors on va regarder un peu la documentation pour voir s'il y a un petit getting started. Bah voilà, il y en a un. Parfait. Alors normalement c'est assez léger puisque en théorie il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. On va juste devoir linker les ressources nécessaires pour faire fonctionner PyScript. Et c'est là où ça va être intéressant. En fait, PyScript, c'est ni plus ni moins que l'utilisation, comme on le voit ici, d'une librairie JavaScript qui permet d'exécuter du Python. Voilà, donc c'est un petit peu du bricolage quand même. Je pense que c'est pas forcément quelque chose sur lequel je me reposerai pour des applications. Ah, je ne partage pas l'écran. Aïe aïe aïe. Merci de me le dire parce que du coup ça fait 10 minutes que je parle pour rien. Bon bah je vais pas répéter tout ce que j'ai dit du coup, désolé. Mais voilà, donc on parle de PyScript.net qui du coup est le site officiel de cette librairie. Et comme je disais, du coup, quand on regarde la documentation, on s'aperçoit qu'en fait PyScript c'est surtout l'appel à une librairie JavaScript qui va nous permettre d'exécuter notre code Python. Donc c'est pour moi un peu du bricolage et je trouve pas que ce soit suffisamment robuste comme méthode pour qu'on puisse se permettre d'utiliser ça pour des applications un peu lourdes, on va dire. En tout cas, pour quelques petits gimmicks, ça peut être assez cool. À vous d'imaginer des choses, mais je pense notamment peut-être à des toutes petites interfaces de dashboarding ou ce genre de choses-là.
Peut-être que ça peut être assez sympa de le faire directement en Python. Quoi qu'il en soit, bah, on va, tout simplement copier-coller ce code-là dans notre fichier à nous. Voilà, on va peut-être essayer de faire un mix des 2. J'ai besoin de garder ça. Hop. Je vais virer mon GIF et mettre ça à la place. Et normalement, le reste, c'est bon. Hop. Qu'est-ce que ça donne, du coup? Voilà, donc j'ai bien mon Hello World qui s'affiche dans un encart bien laid, mais bon, après ça, c'est du CSS. En tout cas, ça a bien l'air de fonctionner. Et donc, comme vous avez pu le constater, j'ai simplement eu à rajouter un lien vers un fichier CSS qui, à mon avis, n'est même pas forcément indispensable, et surtout ce lien vers pyscript.js. Alors, il serait assez intéressant de regarder, et ça, on peut le faire dès maintenant. On s'en fout. Ce que je veux regarder, en fait, c'est... Hop, si je me focus sur le JavaScript, le poids de la librairie, justement, JavaScript. Et alors, bon, ça a l'air assez léger, mine de rien, puisque on a 3 fichiers finalement. Donc, on a notre fichier principal qui en appelle 2 autres, mais on parle de, allez, à vue de nez, un peu moins de 600 kilobits, ce qui est pas énorme. Voilà, donc c'est relativement raisonnable. Ah bah tiens, c'est écrit là, 580 kilobits. C'est pas si mal pour du JavaScript. Je connais pas, en tout cas dans ce que j'ai pu regarder comme exemple, j'ai pas vu de limitation particulière de ce qu'on pouvait faire en termes de code Python dans tout ça. Mais voilà, c'est assez intéressant. Alors moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'abord bah, regarder un petit peu ce qu'on nous propose dans le Getting Started, et puis si le sujet n'est pas très ouf, on va dire, essayer peut-être de se faire une petite interface pour créer un petit graphique assez simple avec Pandas. Mais je pense que c'est à peu près ce qu'ils vont nous proposer en réalité. Alors voilà, donc c'est là où ça devient intéressant. En fait, on peut importer des librairies si on souhaite s'en servir, ce qui est quand même un des gros intérêts de Python. Et du coup, pour ça, on va devoir utiliser le tag pyconfig pour intégrer du Python et du Pandas, du Matplotlib et du Pandas, pardon. Et en fait, n'importe quel package qu'on souhaite utiliser. Alors, je pense que tous les packages sont peut-être pas exactement compatibles, ça j'en ai aucune idée, et surtout je me dis que il va probablement falloir que ce soit des packages officiellement diffusés sur PyPy, c'est-à-dire installables directement publiquement. Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas PyPy, alors je crois que c'est PY, non PYPY, je sais jamais. Non, c'est PYPI, voilà, pypy.org, qui est en fait la bibliothèque officielle de tous les packages Python diffusés et installables facilement avec un pip install plus le nom du package. Alors si ça vous intéresse, sachez que c'est relativement simple de diffuser des packages sur PyPy. Alors si on cherche par exemple Pure Text Guru, puisqu'on a Pierre de Bavard, on va trouver un vieux package que j'ai fait en 2018 qui s'appelle Python ITG, qui était tout simplement un petit wrapper pour utiliser l'API UrTextGuru à l'époque. Alors
devenu totalement obsolète. Alors ça doit toujours fonctionner, mais il y a tellement plus de fonctionnalités aujourd'hui dans l'API, que ce soit sur Urtextguru ou sur Babar, que ça mériterait une petite mise à jour. Wink wink pour Pierre. N'hésite pas à contribuer à ce magnifique projet sur GitLab et on pourra mettre la librairie à jour. Voilà, 13 trêve de plaisanterie. En tout cas, bon, je crois que le message est passé vu ton message. En tout cas, voilà, on va donc pouvoir installer nos librairies assez facilement. Alors j'imagine que ça va avoir un impact sur les temps de chargement, on va dire. Mais on va tester ça. Matplotlib et Pandas, ok, très bien. Et alors après, ce qu'ils utilisent, c'est leur propre librairie qui s'appelle Pyodide pour ouvrir des URL. Alors je sais pas pourquoi ils utilisent ça plutôt qu'une librairie un peu plus standard comme Request par exemple qu'on a déjà testé entre nous, mais on va faire comme ils nous disent de faire. Donc avec cette librairie Pyodide, ils ont une fonction OpenURL qui va nous permettre d'aller regarder ce magnifique fichier CSV qui contient quoi? Qui contient une liste de ce qui a l'air d'être des noms de glace. Les beaux jours arrivant, je pense que la thématique est plutôt adaptée. Je n'ai pas pris de breuvage alcoolisé pour une fois, mais simplement de l'eau. La bière, ce sera pour plus tard. Et alors du coup, on a une troisième balise ici qui est PyREPL. Alors PyREPL, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire et c'est pas très clairement indiqué ici. Alors, on va aller regarder la documentation. PyREPL, ça permet de faire un readable print loop. Ok. Je suis pas sûr de trop comprendre ce qu'ils nous disent là, mais bon, on va faire comme on nous dit. Hein. Il faut parfois être bête et discipliné. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, si j'actualise cette page. Bon, déjà, le temps de chargement est un peu plus long puisque il va falloir télécharger et installer les librairies qu'on a demandé. D'où le fait que, encore une fois, hein, c'est compliqué de concevoir une application complète avec quelque chose comme ça. Et alors, oui, PyREPL, c'est peut-être bien la possibilité de créer des cellules qu'on peut exécuter. Voilà, exactement. Donc là, en fait, j'ai sélectionné cette cellule IceData, j'ai fait Shift Entrée et ça m'affiche du coup le contenu de notre fichier CSV où on va retrouver donc nos glaces, appelons-les comme ça, avec le nom, la description, les ingrédients, etc., etc. Ok, très bien. Bon, je vais me mettre ça dans une autre fenêtre, ce sera plus pratique. Ok pour ça. Donc on a importé notre data. Et alors ils nous font simplement un petit plot ici. Donc on va récupérer le code et puis on va le détailler ensemble. Et je vois qu'il y a un div en plus. Donc en gros, qu'est-ce que ça nous fait ce petit plot ici?
on définit les dimensions de notre graphique. On crée un graphique avec les données issues de l'objet data, qui va être ice data a priori. Et du coup, on utilise une fonction qui s'appelle display qui fait partie des, des fonctions inclus dans PyScript et tout ce qui va avec, et qui contient notamment un target à laquelle on peut associer du coup un ID. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que on peut avoir notre script qui tourne et afficher dans différents endroits de la page ce qui nous intéresse. Donc c'est plutôt intéressant. Alors Pierre nous dit que ça crop automatiquement les cellules trop longues. Alors je pense que tu parles de ça. Et oui, alors ça c'est un des trucs qui... je vais le mettre par ici, ce sera plus pratique ce bureau-là. Voilà. C'est un des trucs qui est aussi présent dans Pandas, si tu avais suivi les lives, les premiers lives qu'on a fait sur ce sujet-là. Et j'imagine que c'est aussi quelque chose qu'on peut paramétrer si on souhaite vraiment tout afficher. Mais effectivement, ça permet de cropper tout ça. Alors, ça serait intéressant de rajouter peut-être aussi de la pagination. Là, on a que 56 éléments, mais si j'en avais 5600, ça risquerait de faire une page un peu trop longue. Mais peu importe, on va rafraîchir notre page. Alors, toujours des temps d'exécution un petit peu longs quand même, hein. Et du coup, on a une erreur dans notre code. Alors, pourquoi on a une erreur? Ah oui, ok. Il me manque les impôts. Hop. La pagination, c'est surfait. Ouais, ça dépend. En SEO, peut-être. En UX, peut-être un peu moins. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, on a du coup un magnifique graphique qui est beaucoup trop grand pour mon écran, avec la note moyenne pour chacun de nos parfums de glace. Alors, j'avoue que je sais pas d'où viennent ces glaces là. Ça me fait un peu penser à du Ben Jerry's. On va en prendre un au hasard et on va regarder. Alors, boom chocolat. Et oui, c'est ça. C'est bien des glaces Ben Jerry's. Donc c'est assez fun. Ah, c'était marqué. Ah bah écoute, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, mais BJ Data, ça peut être autre chose que Ben Jerry's, mais je ne préciserai pas que ça peut être d'autres. Je te laisserai regarder sur Google. Ok, et bah du coup c'est fun hein, de bosser avec de la data Ben Jerry's. Ok, alors on va peut-être commencer par réduire la taille de ce graphique. Allez, on va mettre 16. Mais peut-être 14 même. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous propose après? On va faire un petit peu d'interaction avec des sélecteurs. Donc, on va pouvoir importer une ligne librairie qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser d'habitude, hein, qui est JS, qui va nous permettre de créer un petit peu d'interaction avec tout ça. Et alors après, qu'est-ce qu'ils font?
Hop. Donc on a une fonction qui va nous permettre... En fait, je vais reprendre tout le code, hein, ça ira plus vite. Et puis, on va prendre ça aussi. Hop là. Je vérifie juste, il n'y a pas d'autres imports. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On a toujours notre fonction qui va nous servir à afficher notre graphique. A priori, elle n'a pas l'air d'avoir changé. On a deux nouveaux objets qui sont une liste avec ce qu'on aura sélectionné. Et puis quelque chose qui va se brancher sur l'élément flavor de notre page HTML avec la librairie JavaScript. On a une fonction pour sélectionner les parfums qui écoutent un événement. Et du coup, voilà, on va juste rajouter dans notre objet de sélection les valeurs qui ont été sélectionnées. Ok. Et en fait, on retrouve quand même des choses. Alors moi, j'aime pas beaucoup le JavaScript, mais je reconnais quand même certains trucs, notamment des add event listener ou ce genre de choses qui ressemblent énormément à ce qu'on peut faire en JavaScript. Et c'est là où, alors j'avoue que j'ai regardé quand même quelques démos, hein, de PyScript avant de lancer ce live. C'est là où je m'interroge en fait sur le... Voilà, c'est du JS en fait. Je m'interroge sur l'intérêt, dans certains des exemples en tout cas, de vouloir faire des choses en Python, alors que ce serait certainement beaucoup plus efficace et léger de le faire directement en JavaScript. Mais bon, on est là pour essayer. Du coup, on a simplement rajouté un petit sélecteur de, de parfum. Hop, ma page est de ce côté. Je pense que ce serait d'autant plus pertinent de faire ça en JavaScript que ce serait certainement un peu plus rapide. Mais bon. Bon, alors il n'a pas trop voulu resizer mon graphique, peu importe. Et du coup, si je veux que le chocolat, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc ça met à jour le graphe en fonction de ce que j'ai sélectionné. Il y a sérieusement des choses avec du fromage dans les glaces, pardon. Ok. Bon, du coup, ça permet de créer un peu d'interaction. Alors, sachez que ce genre d'interaction, on n'a pas vu ça ensemble, mais c'est faisable également dans les notebooks Jupyter. Jupyter est du coup capable de créer des petits sélecteurs comme ça, des menus déroulants et compagnie. Alors, ça fait partie peut-être des choses qu'on pourra essayer de voir ensemble dans un prochain live. Mais c'est faisable si vous avez parfois besoin de faire des choses comme ça. Alors, je donne un exemple très basique, mais moi j'aime bien par exemple sur les scripts d'analyse de crawl par exemple que je peux avoir, me faire un petit menu déroulant pour sélectionner éventuellement par exemple toutes les pages dans une catégorie donnée avec un code réponse donné. Voilà, en deux clics dans un menu déroulant. C'est facile à faire et ça marche très bien. Donc ça peut être assez intéressant. En tout cas là, du coup, on a ça directement dans une page web, c'est marrant. C'est pas très rapide, mais ça fonctionne.
Est-ce qu'il nous propose autre chose du coup dans notre exemple? Ah non. Voilà, donc c'est un peu étonnant. Je pense qu'il y a beaucoup de concepts, notamment qui sont listés ici, hein, qu'il faut comprendre, on va dire, avant de pouvoir se lancer vraiment dans des projets plus complexes. Heu, j'ai vu des choses qu'on va essayer de retrouver sur, la manière dont on pouvait, entrer des données, mais alors je sais pas où on va trouver ça dans la documentation. Ça n'a pas l'air très, très clair. En tout cas, voilà, bon c'est, comment dirais-je? C'est étonnant, c'est un joli gadget, on va dire. Je pense qu'il y a probablement quelques use cases un peu pertinents, à imaginer. Faut pas oublier que c'est vraiment les toutes premières versions de cette librairie. Je crois qu'on est en version 0.2, enfin 22, quelque chose comme ça. Donc il y a encore des progrès à faire, il y a encore certainement beaucoup d'instabilité et des choses à améliorer en termes de performance. Mais c'est un joli proof of concept comme on dit. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que, ça se repose énormément sur du JavaScript et sur des interactions JavaScript. Mais évidemment, bah, c'est pas facile de faire autrement et d'autant plus que, ça nécessiterait probablement, si on voulait faire autrement, de faire évoluer les navigateurs et je pense que les gens qui développent Chrome, Firefox, Safari et compagnie ont autre chose à foutre que, de faire plaisir à des gens qui s'amusent avec du Python. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre par rapport à cet exemple-là? Je sais pas trop. Hem, alors moi je voulais voir, ça c'est pas ça que je voulais. J'aimerais bien pouvoir entrer du contenu, par exemple dans un formulaire de texte. Je vais aller le suggérer Pierre. Eh bien écoute, on a les mêmes idées, les grands esprits se rencontrent. Bon, on va demander à Google. Alors, j'aime bien cette réponse qui commence par te dire, ce serait intéressant d'apprendre le JavaScript et le CSS. Ouais, forcément. Bref, on va arrêter de troller. Hem, OK. On va copier-coller ce code et on va décortiquer ce qui se passe. Et oui, comme tu dis, Pierre, ça ressemble vraiment beaucoup plus à du JavaScript qu'à du Python. C'est un petit peu frustrant. Alors, je vais corriger les liens vers les librairies qui n'ont pas du tout l'air à jour dans ce script.
Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un input ici, avec un ID test input, et un bouton de submission qui a un PyScript on click. Et donc j'imagine que ça veut dire que quand on clique sur OK, on exécute la fonction qui est définie ici. Et la fonction, elle a fait quoi? Elle log dans la console JavaScript le texte du champ. OK, bon, on va tester ça. Alors, c'est une réponse qui date de... Où est-ce qu'elle est la date? De mai 2022, du 3 mai 2022, donc il y a exactement un an et un jour. Et on a déjà des trucs qui sont deprecated, donc on est vraiment dans un early stage de cette librairie. C'est assez marrant, mais ok, très bien. Bon, on va voir si ça marche quand même. Je vais afficher la console. Hop. Hé hé, il ne se passe rien. Alors, il y avait des messages d'erreur. Je vais relancer. My function is not defined. Ah bah, super. Bon, je crains que ces fonctions qui sont dépréciées posent un problème en fait. Alors, il faut utiliser PyClick. Ok. Comme ça, PyClick. Ok. Alors, déjà, on n'a plus de dépréciation. Si je tape Toto, alors je vais effacer le contenu de la console où il ne s'est rien passé. Hop. Alors, c'est gentil, mais ça ne fonctionne pas. Bon, bah ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, je suis un peu étonné qu'on n'ait pas une doc officielle. Allez, un petit site de points, pyscript.net, input. Bon, il y a une FAQ. Peut-être que dans la FAQ, on va nous dire comment on peut récupérer le contenu d'un input. Eh ben, on dirait pas. Bon, c'est vraiment pas très bien documenté, hein. Alors ici, on regarde dans les exemples, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Une application de to-do, il doit bien y avoir
des inputs dans une application de to-do. Là, si je fais Toto, bon, chez eux, ça marche. Donc, comment ils font? Ah oui, alors déjà, il y a des plugins. Aïe. Alors, ça permet quand même de montrer un truc dont j'avais pas parlé, mais de la même manière qu'on peut le faire en JavaScript, évidemment, bah, on peut inclure des scripts qui ne sont pas directement en inline dans notre page HTML. Donc ça, c'est intéressant pour aller inclure des fichiers Python en parallèle de vos pages HTML. Si vous retenez cette librairie comme solution, évidemment. Euh, Ce que personnellement, j'ai pas vraiment envie de faire vu l'expérience pour l'instant. Du coup, on a quoi? Ok. Donc on a un événement pour ajouter la tâche qui lance notre fonction addTask. Qui va récupérer la valeur de l'élément qui doit être l'input du coup, ok. Et c'est tout. En fait, j'ai du mal à comprendre. Ah ok, donc en fait la grosse différence par rapport à ce qu'on a fait, c'est que ils définissent des éléments HTML en Python. Donc là par exemple, j'ai mais du coup... Ok, bon, il est pas incroyable cet exemple. Ok. Est-ce qu'on a peut-être d'autres exemples qu'on pourrait utiliser? Bon, il y a quand même a priori des exemples peut-être sympas à aller regarder. Je vais faire un petit aparté, mais si par exemple je charge celui-ci, je parlais tout à l'heure de peut-être utiliser ce genre de solution pour faire du dashboarding. On va voir ce qu'ils font exactement ici, mais voilà, bon, ils affichent simplement un graphique. Alors c'est un graphique qui est fait avec Bokeh. Alors on n'a pas parlé de cette librairie jusqu'ici sur la chaîne, mais Bokeh c'est une des librairies un peu alternatives, on va dire, de visualisation de graphiques en Python, qui permet notamment de faire de l'interaction. Donc c'est-à-dire que là je peux faire bouger tout ça évidemment, et puis comme vous pouvez le voir, j'ai des petits boutons pour télécharger, etc. Et ça c'est pas spécifique à PyScript, hein, en fait, c'est vraiment lié à Bokeh. Qui est en fait sympa sur ces fonctionnalités-là, mais qui est par contre, je trouve, pas toujours très facile à utiliser. Euh, et il y a sincèrement des librairies plus adaptées pour ce genre de choses. En tout cas, ce qui est intéressant avec PyScript, du coup, c'est que bah, si vous avez comme ça quelques petits graphes à intégrer dans une page web avec bah, du contenu purement web en parallèle, vous pourrez faire la même chose que ce que peut-être certains d'entre vous font en PHP, en tout cas
à l'ancienne, on avait un mélange de PHP et de HTML dans des pages, bah, ça peut fonctionner, je pense, à peu près de la même manière. Donc pourquoi pas? Hem, Après, encore une fois, hein, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais je sais pas à quel point ça vaut le coup de se former sur une librairie comme PyScript, qui pour l'instant est quand même très très embryonnaire, alors que il y a rien d'incroyable qu'on ne pourrait pas faire avec du PHP par exemple, ou avec du JavaScript. Donc c'est pas convaincant. Allez, je vais tester un dernier exemple avant d'essayer de retrouver comment récupérer le contenu d'un input. Le seul exemple que j'ai vu qui était vraiment marrant pour le coup, c'était une intégration d'un petit jeu en 3D isométrique dont j'ai perdu le nom d'ailleurs. Mais voilà, c'était assez marrant d'intégrer ça directement dans un navigateur. Là, on a un truc qui est sympa, mais encore une fois, je vois pas pourquoi on devrait faire ça en Python plutôt que en JS par exemple. Donc ouais, rien de très convaincant. On va arrêter ça. Euh, et on va retourner sur Google, chercher comment faire de l'input. Alors peut-être qu'avec un résultat un peu plus récent, on va avoir plus de chance. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ok. Donc ça marche, c'est pas très très élégant, mais en gros, au lieu d'avoir un champ input dans notre page web, on a une pop-in qui nous fait la même chose. Bon, c'est ça marche, donc c'est possible et je suis sûr qu'il y a un moyen de le faire. Après, si on regarde un petit peu le code de cette personne, bah, en fait, il fait du JS, quoi. C'est ni plus ni moins que du JavaScript. Donc, ouais, sachant qu'on a aussi là un joli petit bout de JavaScript, c'est vraiment ouais, étonnant. Allez, un dernier petit exemple peut-être. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que nous on a fait?
c'est ça peut-être. Allez, dernière tentative, et puis je pense qu'on va pouvoir se dire que ouais, ça ne marche pas. Bon, et ben voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein. C'est vraiment pas très fructueux. On pourra dire qu'on a testé du coup PyScript. Si vous voyez des use cases là-dessus, bah, n'hésitez pas à m'en parler. On sera ravis de passer un petit peu de temps à détailler ce qui peut se passer avec ça. En tout cas, bon, ça reste très balbutiant pour l'instant. Il faut pas oublier on est vraiment au early stage, on va dire, du développement de cette librairie. C'est pas grave, j'ai essayé, bah oui, oui. Merci Pierre pour ton soutien. En tout cas, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faudra suivre un peu parce on sait jamais ce que ça peut donner et puis comment ça peut évoluer. Pour l'instant, ça me paraît vraiment clairement pas suffisamment fiable et opérationnel pour qu'on puisse se servir de ça dans un environnement professionnel en tout cas. Mais voilà, c'était assez marrant. Peut-être que ça nous amènera à faire un peu plus de JavaScript un jour. Pour l'instant, on va quand même se focaliser sur surtout du Python. Mais on verra ça par la suite. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus avant la fin de cet épisode? Bah, pas grand-chose. On va reprendre du coup à partir de la semaine prochaine nos bonnes habitudes avec euh, un live le mercredi comme d'habitude. Donc rendez-vous du coup mercredi, on sera alors ça faut que je regarde un calendrier. On sera le 10, voilà, donc rendez-vous mercredi 10 mai pour le prochain épisode. Et puis évidemment en replay sur youtube.com/@databule pour ce replay et puis évidemment tous ceux des précédents épisodes. Je crois qu'on en est déjà au 22 ou 23e épisode sans compter les invités qu'on a eus, donc c'est quand même... ça monte petit à petit, mais sûrement, mine de rien. Voilà, Retro JavaScript, je suis partiellement d'accord, mais bon, ça a quand même son utilité dans certains cas. Voilà, voilà. En tout cas, bah, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon début de soirée. Et puis, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas d'ici là à venir me faire vos feedbacks sur Twitter ou autre. Vous saurez facilement où me trouver. Allez, à bientôt!